dans Petites Étincelles. Aujourd'hui, j'accueille un artiste belge résidant depuis bien longtemps en France et plus particulièrement à Paris, Monsieur Philippe Davila. Originaire de la région de Charleroi, et oui, Philippe est un artiste avec un grand A. Comédien, metteur en scène, scénographe, auteur, compositeur, chanteur et professeur, son visage vous est certainement familier. Et oui, il était dans la comédie musicale, il y a bien des années, qui a cartonné Roméo et Juliette. Bonjour Philippe, Bonjour Valérie. comment vas-tu? Bah, plutôt bien puisque, lentement mais sûrement, la machine est en train de reprendre. Là, après l'ouverture des terrasses, on parle d'ouverture de théâtre et tout, donc ça y est, ça sent, c'est le printemps, ça sent la vie et Je ne vais pas te vouvoyer parce qu'on se connaît depuis de longues années. J'ai la chance de ouais, tout à t'avoir fait. parmi mes amis, de te compter parmi mes amis, mais très 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 proches. Et donc il était important pour moi de te mettre en avant parce que je te connais bien. Je t'ai suivi pendant, mais depuis si longtemps. Je voulais commencer déjà par ton parcours en fait, puisque tu fais beaucoup beaucoup de choses. Donc dis-moi un peu d'où tu viens. Je l'ai dit de Charleroi, mais comment as-tu commencé la scène? Ah mon Dieu, alors c'est assez drôle puisque je m'en vais tranquillement au mois d'octobre fêter mes 35 ans de carrière. Donc ça commence à faire quelques années. Heu, En fait, j'ai l'impression d'avoir toujours été sur scène. Mes premiers souvenirs de scène, je suis à l'école, primaire et pendant, les récréations, pendant que mes potes jouent au foot, nous, on crée des chorégraphies avec, mes copines, pour la fête de l'école. Donc là, j'ai 9 ans. Et puis le vrai gros déclic, c'est à 12 ans en première humanité où, le professeur de français en fait, en tout début d'année, le prof de français nous dit, «Oh, on va faire, du théâtre pour le souper de classe, qui veut faire un morceau de Molière?» Et donc, je me retrouve à jouer à 12 ans, la scène de La Cassette dans l'Avare de Molière et c'est vraiment une révélation. Vraiment une espèce de truc qui me tombe sur le coin de la gueule, je cours voir mes parents après et c'est: «Papa, maman, c'est mon métier, c'est sûr». Et donc là, je vais avoir 12 ans. Je suis sur la fin de mes 11 ans. Donc, 1 semaine après, ils m'inscrivent au conservatoire de Charleroi et 1 mois après, je commence à travailler. Donc papa et maman ont dit directement oui? Ouais, alors, je suis vraiment j'ai une chance hallucinante d'avoir la famille que j'ai. Mes parents sont des gens vraiment extraordinaires et autant pour ma sœur que pour moi, la seule chose qui les a jamais intéressés, c'est qu'on soit heureux. Donc le réflexe immédiat de mes parents, ça a été: «De toute façon, quelle que soit la carrière que tu choisis, ce sera une bataille si tu veux arriver là où tu as envie d'arriver. Donc autant que tu te battes pour un truc que tu aimes». Mais génial, c'est vrai que c'est très rare. Est-ce qu'il y avait d'autres artistes dans la famille? Pas directement accompli, pas au sens, où c'est leur travail, mais papa était, trompettiste quand il était plus jeune. Donc je ne l'ai hélas jamais entendu jouer parce qu'il a arrêté de jouer quand j'étais plus petit et puis, maman voulait faire les beaux-arts en décoration d'intérieur et puis la vie a fait que enfin voilà, tout le monde va pas toujours dans le sens dans lequel il veut aller. Donc je pense que, de manière, indirecte, ils ont dû infuser quelque chose en moi de cet ordre-là et en tout cas un amour de l'art et de l'expression. Tu rentres au conservatoire de Charleroi, puis tu iras au conservatoire de Bruxelles. Voilà, à Charleroi, c'est des conservateurs de région, qui sont en gros, tu vas faire du théâtre l'après-midi, avec, des potes, des secrétaires, des bouchers, voilà, c'est pas encore pro et c'est ce qui prépare aux écoles nationales ou pas. Tu vas également partir à Montréal alors que tu es tout jeune. D'abord, vers 18 ans, j'ai eu une fin de scolarité, une fin d'humanité un peu chaotique pour des raisons de santé, voilà, rien de bien grave en soi, mais qui ont fait que j'ai pris du retard sur les 3 dernières années et qu'à un moment, il a fallu que je change d'école parce que j'étais plus heureux là où j'étais et je me suis retrouvé, à passer, heu, ma réto et mes 2 dernières années, 5e et réto, à Châtelineau, à Pie-X et en section théâtre. Et après le premier mois ou le deuxième mois d'école, un des professeurs de l'école me dit: «On a un projet, on voudrait mélanger des jeunes comédiens en devenir québécois et belges. C'est un projet un peu fou, on est parti pour 3 ans, est-ce que ça te tente?» Et donc, bah, évidemment, j'ai dit: «Oui», hein, j'aurais été bien con de pas le dire
Et donc je suis parti à Montréal et pendant 3 ans, j'ai fait la navette entre Bruxelles et Montréal et on a fait de la recherche pure sur le mouvement au théâtre, qui sont, toutes les méthodes qui accompagnent la formation Jacques Lecoq, qui est vraiment le principe de tout part du corps et pas de la tête. Donc, j'ai fait la navette pendant 3 ans entre la Belgique et le Québec à travailler sur ce projet. Heu, Puis ça s'est pas très bien terminé pour, des raisons qui ne m'appartiennent pas, mais, je me suis retrouvé coincé à Montréal à 18 ans en procès avec le producteur parce qu'il y avait un spectacle à la clé, en fait. Donc c'est vraiment 3 ans de travail plus un spectacle à la clé et donc, non pas 18 ans, qu'est-ce que je dis? J'ai 20 ans à l'époque. Donc, 20 ans, Montréal et ils me font venir jusqu'à Montréal pour me dire que je suis viré. Sympa. Ce métier est fait de haut et de bas. C'était pas mon pire bas. Il y en a d'autres qui arrivent après. Donc, l'avantage, c'est qu'au Québec, bah, il y a l'Union des artistes qui est un syndicat absolument hallucinant. Donc, en 15 jours, c'était plié, réglé. J'avais gagné mon procès. J'étais dans un avion. Je rentrais à Bruxelles et je terminais mes humanités. En fait, j'ai toujours su que je voulais faire de la mise en scène à un moment ou à un autre. Et je me suis toujours dit, je ne peux pas être assis dans un théâtre et diriger une équipe sans comprendre comment tous les postes fonctionnent. Donc, je voulais d'une manière ou d'une autre aller tripatouiller dans tout ce qui fait la création d'un spectacle. Donc je suis rentré dans une école pour avoir une formation de scénographe et de régisseur son et lumière. J'ai fait 1 an chez eux. Et en parallèle, j'étais assistant dans l'école que je venais de quitter. Donc je suis sorti en juin de Mareto et en septembre, j'étais assistant du prof de théâtre de l'école que je venais de finir. Donc tu commences très tôt. Ouais, ouais, bien sûr, je te dis, et je travaillais déjà. Je veux dire, quand je suis parti au Québec, je travaillais depuis mes 12 ans. J'ai jamais arrêté, en fait, entre-temps. J'ai toujours été sur scène. Et donc là, je suis rentré, donc je fais cette école. Et après 1 an, je me dis, bon, bah, c'est bien, j'ai le corps, mais il me manque le texte. Donc je passe les examens du conservatoire, je rentre au conservatoire. Et voilà. Et voilà le début des aventures qui vont parfois être douloureuses. Après le conservatoire, tu fais quoi? Alors, le conservatoire, j'y suis pas resté longtemps parce que c'était un peu le bordel, comme toujours dans ma vie. Je me suis toujours laissé porter par la vague, en fait. J'ai pas de plan de carrière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste de faire ce métier, de m'exprimer, de dire des choses. Donc, très vite, si je sens que je suis à un endroit où je peux pas le faire comme j'ai envie de le faire, je me barre. Donc, après 1 an et demi au conservatoire où j'avais des profs extraordinaires, j'ai vraiment rencontré des gens incroyables, Pietro Pizzuti, Frédéric Dussène, euh, Pierre Laroche, j'étais dans la dernière classe de Pierre Laroche. Donc, vraiment, j'ai travaillé avec des gens incroyables, mais où très très vite, j'étais bloqué, on m'empêchait de travailler. Moi, ce que je voulais, c'était jouer. J'en ai ras le cul, j'ai tout envoyé péter, je me suis barré. Et là, j'ai commencé à rouler ma bosse et à développer un début de carrière. Je faisais de l'animation karaoké pour manger. Parce que non, on ne fait pas ce métier pour gagner sa vie. En tout cas, pas tout de suite, c'est sûr, c'est pas possible. Et à côté de ça, bah, de petit contrat en petit contrat, de monter des spectacles, commencer à faire un nom, tourner des téléfilms, faire des costumes d'un côté, chanter dans les bars de l'autre, et puis avancer. À l'époque, quand je t'ai rencontré, tu travaillais dans les karaokés. Ma maman, d'ailleurs, t'appelait toujours Freddie Mercury et était impressionnée par ta voix. Ça me poursuit, ça. Freddy me poursuit à un point, mais Eh bien encore voilà, aujourd'hui, ma hein. maman, tu resteras pour elle son Freddie Mercury belge. Et puis, je pense que tu étais dans la série Les Baldi, c'est possible? Ouais, ouais, j'ai eu la chance d'avoir un joli rôle à côté d'Annie Cordy et de Charles Aznavour. Pour la petite anecdote, j'ai dansé dans cette série. Oui, oui, mais tu sais quoi? J'ai retrouvé le film il y a pas longtemps, complètement par hasard. Il y a quelqu'un qui l'a téléchargé sur YouTube, donc il est disponible sur YouTube. Donc je me suis fait un petit moment nostalgie, en plus avec le départ d'Annie Cordy, voilà, qui m'a beaucoup touché. Je l'ai revu et je t'ai vu passer à l'image, c'est chouette. Comme quoi, le monde est petit. Comment arrives-tu à cette aventure de Roméo et Juliette? Parce que finalement, c'est surtout là que les gens t'ont découvert. Bien sûr, mais ça passe par la Belgique, vraiment, c'est Pour la gloire qui a ouvert, alors c'est d'abord un simple processus d'audition. Ils venaient faire des castings à Bruxelles et donc je suis allé les passer, mais
quand l'équipe française de Roméo et Juliette s'est dit: «Bah, il faut qu'on ouvre, on voudrait ouvrir le casting, on voudrait voir des Québécois, des Français, des Suisses, enfin tous les francophones possibles et imaginables». Comme c'était TF1 qui produisait, ils ont assez naturellement appelé, les gens de chez RTL et les gens de la RTBF pour leur dire: «Est-ce que vous avez des gens à nous conseiller pour auditionner?» J'avais déjà à ce moment-là un peu roulé ma bosse dans Pour la gloire, que j'ai fait 2 fois. J'ai fait 2 saisons. Il faut rappeler que c'était une émission présentée par Carlos Vaquera, que nous saluons d'ailleurs. Ouais, qui était l'équivalent à l'époque de Graines de Star en France et qui sont les prémices, c'est des émissions qui sont les prémices de ce qui sont après devenus Star Academy, The Voice et qui existaient avant. Et donc mon nom commençait à circuler à ce moment-là, puisque là ça faisait quand même déjà 4-5 ans que je roulais ma bosse à Bruxelles et que j'avais un début, on peut appeler ça un début de carrière, je bossais quoi, vraiment. Et donc ils m'ont appelé, j'ai dit non 3 fois. Pourquoi avoir dit non 3 fois? Alors, je sais pas si c'est de l'orgueil mal placé ou mais il y a ce truc où, sur le papier, hein, le résultat était génial. Je suis fou de joie d'avoir finalement dit oui et d'avoir fait ce spectacle qui a littéralement changé ma vie. Mais comme quoi, on a souvent des a priori dans la vie. Et c'est vrai que quand tu as un coup de fil de quelqu'un qui te dit: «Bon, alors TF1 et les gars de Sacrée Soirée coproduisent une comédie musicale française». C'était le début. Il y avait eu Notre-Dame de Paris, je pense. Non, non, même pas. On était juste après Notre-Dame de Paris et c'était alors vraiment on surfait sur le succès de Notre-Dame de Paris et donc et on te dit: «Et le compositeur, c'est le monsieur qui a écrit pour Bruel et qui a fait Chacun fait ce qui lui plaît». Sur le papier, moi qui suis fan de comédie musicale, de Broadway et qui vient vraiment du théâtre, c'est pas le truc où tu te dis tout de suite: «Ouais, super, ça va être incroyable artistiquement», donc il a un peu fallu qu'il me convainque, et qui me fasse écouter. Donc j'ai écouté des titres, et puis il y a un moment, je me suis dit: «Oh et puis fuck, ça va de toute façon être une aventure de dingue. Artistiquement, je sais pas où on va, je croise les doigts, avec un peu de chance, ce sera génial. Et puis sinon, tant pis, au moins, je serai à Paris et c'est pas rien». Et puis, bah, j'ai eu raison de m'asseoir et sur mon orgueil et sur mes a priori, puisque ça m'a amené là où ça m'a amené, et Dieu sait que j'ai pris mon pied pendant 3 ans sur ce spectacle. Donc là, vous avez connu, on peut dire, c'est vraiment, mais c'est plus le succès, là, c'est la gloire. Ça a cartonné. Avec les 2 faces de la médaille. On va en parler car c'est le but des petites étincelles, c'est de montrer les côtés plus compliqués. Tu t'es bien relevé aussi, vous étiez également au Energy Music Awards. J'ai une grosse anecdote sur les Energy Music Awards, si tu veux, puisque tu viens de me dire de ces 2 faces du métier où les gens ont tendance à ne voir que les paillettes, hein. Il y a un truc que je pourrais jamais oublier, je pense que c'est un des moments les plus tu sais, on a tous des moments comme ça dans la vie qui définissent qui nous définissent dans notre manière d'appréhender les choses. Et donc on est aux Energy Music Awards, on vient remettre un prix. C'est pas l'année qui suit celle où on l'a reçu. Donc on venait remettre le prix de la révélation. C'est Evangélie qui l'avait eu cette année-là, si je me souviens bien. Et donc, bah, t'imagines le tralala des Energy Awards. On est logé au Martinez, on vient nous chercher en limousine, on nous dépose devant le tapis rouge. Enfin, Et les filles qui hurlent. c'est tout vraiment, la folie furieuse. On a le tapis rouge. J'ai un costume d'un créateur belge sur le dos qui coûte. Je n'ose même pas imaginer le prix de ce que je portais. Après, il y a une petite soirée privée où je me retrouve sur la piste de danse à danser entre Britney Spears et Kylie Minogue. Enfin, les paillettes. Puis, il y a un moment, il faut rentrer à l'hôtel. On est bien d'accord. Sauf que c'est fini. Il n'y a plus personne, il n'y a plus de limousine, il n'y a plus de taxi, il n'y a plus rien. Et puis, objectivement, tu es à 10 minutes à pied du Martinez. Donc, je rentre à pied par la plage. Il y a une bagnole qui s'arrête, une bande de jeunes qui commencent à me caillasser, me traiter de tous les noms, m'insulter, me cracher à la gueule, en me traitant de connard, de has-been, de, ouais, enfin, d'artiste de merde, parce que, enfin, cette espèce de haine démesurée, parce que je représentais, j'imagine, quelque chose qui leur posait un problème, ne serait-ce que ce que je portais, ou je sais pas exactement pourquoi, en fait. Mais dans la même soirée, tu passes putain, il y a un quart d'heure, j'étais sur la piste de danse des Energy Awards entre Britney et Kylie. Et là, je suis à pied sur la plage et on est en train de littéralement me cracher au visage. Et on ressent quoi quand on va dans son lit, quand on rentre dans sa chambre d'hôtel et tu es seul aussi à ce moment-là? Ah, plus seul que ça, tu peux pas. Euh, c'est
très bizarre comme sensation. C'est en tout cas, parce que ça je peux parler que pour moi évidemment, moi ça a remis beaucoup de choses à leur place. C'est, un moment qui te remet les 2 pieds dans la vie et qui te dit, «Fais attention». J'avais l'impression d'être que ces gars-là étaient l'esclave derrière, l'empereur qui lui rappelait que ce n'était qu'un être humain, pendant qu'il traversait Rome après ses grandes victoires, tu vois? Qui était une manière de dire, «Ouais, les paillettes c'est éphémère, les paillettes c'est faux, c'est pas là que ça se passe, donc oublie jamais». Je pense que c'est la vie qui est venue me mettre une petite baffe derrière la tête en disant, «Fais gaffe, i n'y crois pas trop, ne te prends pas pour». J'ai essayé de positiver en tout Et cas. pendant 3 ans, vous êtes hyper médiatisé et vous faites des tournées aussi. Ouais. Il y a cette hystérie, comment on vit cela? Même s'il y a des choses qui te remettent à ta place, tu n'as pas eu peur de t'envoler? Oui et non. Il y avait un truc très particulier sur Roméo et Juliette, qu'aujourd'hui j'arrive toujours pas à savoir si c'est un truc positif ou un truc vraiment négatif. C'est que, dès le départ, sur Roméo et Juliette, il y a pas eu de starification. À l'inverse de Notre-Dame. Notre-Dame, comme il y avait rien qui existait en France, la communication de Notre-Dame, ça a été on construit des stars pour faire venir les gens dans la salle. Puisque, c'est ce qu'ils ont fait, ils étaient présents sur tous les plateaux, c'est comme ça que Fiori est sorti, c'est comme ça que Hélène Ségara et d'autres, Garou, enfin des gens extraordinaires sont sortis de Notre-Dame de Paris. Chez nous, la volonté dès le départ de la production et de l'équipe de communication, c'était le spectacle et la star, pas les gens sur le plateau. Donc ce qui fait que, même si évidemment on était, à la télé tous les jours, que les gens nous couraient après dans la rue, enfin, nous on était au boulot. On avait un show à assurer tous les soirs et je peux t'assurer qu'on était au boulot. C'est, tous les jours, 17 h, à la barre, à suer, à s'entraîner, à répéter. Tu montes sur scène, tu travailles, c'est-à-dire qu'on est tellement dans le travail pour que ce spectacle existe tous les soirs que, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai l'impression que le reste n'existait pas vraiment. Toute la partie, je te dis paillettes, gloire, télé, parce que j'ai toujours travaillé, je travaillais avant, j'ai continué à travailler après et c'est juste que pendant que je travaillais sur ce spectacle-là, ah oui tiens, en plus je suis à la télé le soir. Les gens te le rappellent quand même dans la rue, je l'ai vécu d'ailleurs avec toi, on était en Avignon. Il y a quelques années, les gens t'arrêtent en te disant «Je me souviens de vous dans Roméo et Juliette». Cela devait être très fort. Ah c'était incroyable, tu peux pas je me souviens de courses-poursuites dans les supermarchés avec Greg et Cécilia pendant qu'on faisait nos courses où il fallait qu'on aille se réfugier dans la réserve parce que c'était l'émeute dans le magasin. Ça change le quotidien, mais en même temps, ça a été très éphémère, vraiment, ça a duré le temps du spectacle. Ça parle enc a après ça a continué, hein, je comme ma carrière n'est pas restée médiatique. J'ai pas eu d'autres grosses machines médiatiques derrière. Je continue à travailler, ma carrière s'est jamais arrêtée, mais je suis revenu à mes premières amours théâtrales. Le théâtre est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins médiatisé et que j'étais pas vieux, mais j'étais vieux dans le métier. Donc ce qui fait que j'étais plus un gamin. Donc je me suis pas, ça ne m'est pas monté à la tête. J'étais au boulot et j'étais juste content, de pouvoir le faire dans ces conditions-là et de toute façon, il y a un truc qui reste magique, c'est quand encore aujourd'hui je reçois des messages et que, bah, ouais, comme tu dis, tu sais que tu as été à un moment important, à un moment dans la vie de quelqu'un qui écoutait, ce que tu chantais, 25 fois par jour, quoi. Ça c'est des moments fous. L'idée que quelque chose auquel j'ai participé ait pu avoir ce poids-là dans la vie de personnes que je ne connais pas, puisque des artistes ont ce poids-là dans la mienne, bah, je suis content. Et puis il y a des soucis à un moment. Encore une fois, est-ce qu'on peut appeler ça des soucis? C'est juste un principe de carrière, en fait. C'est fait de haut, de bas, enfin, c'est comme la vie, quoi. C'est pas rose tous les jours. Alors, en plus, moi, je venais de l'étranger, hein. Je venais d'arriver à Paris et puis, j'ai dû faire on fait des choix. Je considère pas avoir fait de mauvais choix, mais j'ai fait des choix qui, en tout cas, ne se sont pas révélés payants. Je préfère le voir comme ça, parce que je pense qu'il y a pas de bon ou de mauvais choix. C'est que, derrière Roméo et Juliette, c'était qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste à Paris et puis je surfe sur,
sur ce qui venait de se passer pour essayer de construire quelque chose. J'avais des envies de musique et je suis tombé sur quelqu'un que je pensais être bien et qui s'est révélé un énorme connard, hein, il y a pas d'autre mot. Un producteur de musique qui m'a fait croire qu'il me donnait la possibilité de faire l'album dont je rêvais avec les personnes dont je rêvais. On a donc travaillé pendant presque 2 ans sur cet album et qui, au bout du compte, m'a lâché comme une vieille chaussette trouée avec un contrat qui m'empêchait de travailler puisque j'avais signé un contrat d'exclusivité avec lui. Donc 2 ans après Roméo et Juliette, c'est avocat juste pour récupérer mon droit de travailler. Un album, 2 ans de travail d'un album, il a tellement été intrusif dans notre travail que, que cet album était absolument inexploitable. Et pour des petites conneries purement administratives, la Belgique ne m'avait pas bien renseigné sur les papiers que je devais remplir. Je n'avais même plus droit au chômage. Mais tu n'étais pas au CPS à l'époque? Voilà, 2 ans après Roméo et Juliette, je prends mon sac et en une semaine, je perds tout. Donc l'album, mon droit d'exploitation de l'album, je n'ai plus le droit de travailler, je n'ai plus droit au chômage et 2 ans après Roméo et Juliette, je suis dans ma chambre d'étudiant chez mes parents, sans travail et sans argent. Et là, psychologiquement, Bah, si tu rajoutes à ça, des choses beaucoup plus personnelles qui sont que la relation dans laquelle j'étais depuis, plusieurs années, s'arrête la même semaine, la veille du jour où j'étais censé me marier, ça commence à faire beaucoup. Et donc ouais, c'est vraiment ce moment où on te dit: «OK, la vie t'enlève tout», jusqu'à un sinistre total avec la voiture que je venais d'acheter, qui était la dernière chose qui me restait. Je peux même pas revendre ma bagnole pour pour faire quelque chose. C'est vraiment plus rien. C'est cette espèce de truc où: «OK, tu vois le tableau, on va tout effacer». Alors d'abord, tu as l'impression que tu vas jamais t'en remettre, forcément, parce que un truc OK, 2 trucs OK, là on est sur quand même une accumulation, hallucinante. Heureusement, il y a papa et maman. Heureusement, il y a les amis, euh, des gens comme toi qui avaient été là dans cette période-là. J'ai la chance incroyable d'être merveilleusement entouré. Et puis, tu vas petit morceau par petit morceau, quoi. Tu reconstruis. Mais vraiment, quand je dis petit morceau par petit morceau, c'est tu passes de ta chambre d'étudiant au canapé d'une amie, histoire de pouvoir reprendre un contact. Tu acceptes tous les contrats possibles et imaginables pour te refaire un peu de thunes. Tu retournes faire de l'animation karaoké dans un bar à Waterloo, où je me suis marré, hein. J'ai fait des soirées de dingue, c'était génial, mais c'était très bizarre puisque, en fait, ce qui a été compliqué à gérer pendant ce temps-là, c'est la dichotomie entre ce que les gens recevaient de moi et ce que je vivais. Puisque techniquement, j'étais toujours en Belgique, en tout cas, j'étais invité sur les plateaux télé pour venir donner mon avis sur la dernière brosse, machin, sur un plateau, pour participer au quiz des comédiens, pour venir faire... Enfin voilà, le principe de quelqu'un de connu qu'on invite à la télé sur des plateaux, dans des chroniqueurs, etc., etc. et à côté de ça, tu essayes de manger. Ouais, et à côté de ça, je suis au CPAS. Donc, c'est-à-dire, si mes parents ne me nourrissent pas, il se passe rien. Le soir, il y a quand même des moments qui étaient pas simples. Et même chose, qui équivalent. C'est pour ça que je voulais te raconter l'histoire du Energy Award, parce que pour moi, c'était la même sensation. Je suis animateur karaoké dans un petit bar en province, très cool. Et il y a quelqu'un il rentre de chez lui, il vient de me voir à la télé. Philippe Davila, invité sur un plateau pour raconter je sais pas quoi. Et 1 heure après, il va prendre un verre avec des potes et je suis l'animateur du bar dans lequel il vient prendre un verre. Ça crée des situations de temps en temps un peu compliquées à gérer. Et là, la bataille, c'est une bataille intérieure qui est arriver à te dire que ça ne doit pas avoir d'impact sur ta valeur intrinsèque, sur ta valeur profonde. Arriver à te dire, non, en fait, c'est un accident de la vie, mais en tant qu'artiste, je vaux encore quelque chose. Et ça, c'est une vraie bataille qui prend des années. Mais oui, je t'ai vu petit à petit te reconstruire, reprendre confiance aussi, refaire des choses, refaire ton Ouais. métier, repasser des castings. Et puis un jour, il y a cette petite étincelle dans les yeux et tu me dis, je retourne à Paris. Ah ouais, mais avant de retourner à Paris, je te jure, c'était... je me souviens d'auditions pour lesquelles je me dis, allez, c'est l'occasion, j'y vais.
J'envoie un mail au directeur de cast en disant: «Ah OK, c'est bon, je viens passer le cast» et j'ai tellement la trouille, j'ai tellement plus confiance en moi, en ce que je peux faire, que la veille du casting, j'appelle le directeur en lui disant: «Ah désolé, j'ai un contrat, je pourrais pas venir, je pourrais pas faire le spectacle». Ce qui était complètement faux, qui était juste. J'avais l'impression que j'avais plus rien à dire, qu'il y avait plus rien. Donc jusqu'au moment où je me suis dit: «OK, effectivement, comme tu dis, c'est bon, c'est maintenant, je peux y retourner» et c'est ce Et que tu j'ai fait. avais quel âge? Parce que c'était hyper courageux. On est en 2000, alors pas loin de non, ouais, le vrai moment où je suis revenu sur Paris, on est en 2010. En fait, ça s'est fait par étapes. Il y a d'abord, encore une fois, la bonne étoile et je crois profondément au karma. Si tu si tu envoies quelque chose de bon, il y a que quelque chose de bon qui peut te revenir. Ouais, on est en 2008-2009 dans ces eaux-là. Et il y a 3 personnes qui m'ont fait un jour une promesse. 3 personnes qui ne se connaissaient pas à l'époque, qui 10 ans avant m'ont dit, un metteur en scène, un producteur et un metteur, donc un producteur, un auteur et un metteur en scène, qui m'avaient dit, je travaillerai avec toi un jour. Dès que j'ai l'occasion, dès que j'ai un truc qui est à la taille où il y a une place pour toi, je travaillerai avec toi. Et il s'avère que ces 3 personnes qui m'avaient fait cette promesse-là sans se connaître 10 ans avant, se retrouvent à produire R ensemble, vraiment sans que ce soit prévu, et m'appellent. Et me disent, bah, si tu veux, il y a une place pour toi. 10 ans après, qu'il y a des gens incroyables dans ce métier, et partout, mais aussi dans ce métier. Et donc, ça m'a permis d'y retourner en confiance, puisque j'étais avec des gens, j'avais rien à prouver, entre guillemets. Je ne devais pas passer par un processus de casting c'est très violent, le casting. Mais surtout que tu étais dans des cases, entre guillemets, parce qu'aux États-Unis, par exemple, c'est normal. On danse, on chante, on joue la comédie. C'est un artiste avec un grand A. Mais ici, en Belgique, on te met souvent dans des cases et ce n'est pas le cas. Ça va un peu mieux depuis quelques années, mais ça reste très, 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 très compliqué. Et puis, on met des cases dans les cases. C'est-à-dire que j'ai entendu il y a des castings qui m'ont été refusés parce que j'étais un produit TF1 et il y a des j'ai entendu des directeurs de casting me dire: «Mais pourquoi tu veux refaire une comédie musicale? Tu en as déjà fait une». Tu fais une parce que c'est mon métier. Non, mais il y a des aberrations absolument hallucinantes, quoi. Et donc je me retrouve sur R, avec des gens que je connais, une équipe que je connais. J'avais de nouveau des plumes. Elles avaient eu le temps de repousser, mais je savais plus si j'étais capable de voler. Et c'est vraiment cette équipe-là, de cette production de R, c'est tous ces gens-là qui m'ont rappelé 10 ans après et qui m'ont dit: «Non, non, mais c'est toi qu'on veut». Et à partir de là, je me suis dit: «OK, c'est bon, je suis prêt. Bon, maintenant il faut revenir sur Paris, il faut trouver un contrat». Et puis la vie fait merveilleusement bien son travail. Une semaine après, il y avait une annonce de casting. 3 semaines après, je signais pour un spectacle au Rond-Point et je revenais sur Paris. Et là, tu as enchaîné plein de belles aventures. Puis depuis, j'ai énormément de chance. Je suis revenu en 2010 et ça bosse, quoi. Des grands projets, des projets moyens, des choses qui se font, des choses qui se font pas. Mais c'est la première fois que j'ai une période aussi longue où j'arrête pas, quoi. Je travaille. Juste, je peux dire, je travaille tranquillement. Comment se sent Philippe Davila maintenant? À un nouveau tournant. C'est très fou qu'on ait cette conversation maintenant parce que lentement mais sûrement, je vois la cinquantaine arriver, tranquillement. Il y a des envies qui ont changé, il y a des choses où je peux dire aujourd'hui: «OK, ça j'ai fait». Donc je me cherche pas de nouveaux rêves parce que je n'en manque pas, mais d'abord, j'ai l'impression de n'avoir jamais été autant en possession de de mes divers talents. Donc d'être je me suis jamais senti autant, pertinent que maintenant. Donc j'ai envie d'en faire quelque chose, quoi. Je cherche, je sais que je dois tourner une page, mais je ne sais pas encore quelle page et je ne sais pas encore dans quel livre. Et tu enseignes toujours là. J'ai commencé à enseigner, il y a 5 ans. C'était aussi une belle aventure. J'ai commencé à enseigner à l'EHAS, qui est, l'école de l'humour et des arts scéniques, où, je donne des cours de théâtre à des humoristes. Ça Oui. fait quoi de transmettre toutes ces années d'expérience? Ça fait un bien fou, parce que c'est vraiment ça. C'est drôle que tu dises transmettre puisque, l'école dans laquelle je suis refuse de nous appeler des professeurs et nous appelle des transmetteurs. Il n'y a pas de prof dans cette école, il y a que des gens du métier qui viennent, travailler, au développement
d'humoristes qui arrivent avec un projet. C'est pas vraiment une école, ils ont un projet de spectacle et on les aide à le développer et on leur donne les armes pour le développer. J'ai pas d'enfant, c'est une volonté. Hum, Tout d'un coup, depuis 5 ans, j'ai l'impression d'avoir été, si je fais le calcul du nombre d'élèves qui sont passés, 80-90 fois papa. C'est très agréable. Quelles sont les petites étincelles qui t'animent tous les jours? Tout. Alors, elle est bateau cette réponse, mon Dieu, mais quelle réponse bateau. Sauf que c'est drôle parce que c'est une discussion que j'avais avec maman et avec une autre amie il y a très très peu de temps. En fait, j'ai cette chance dingue, c'est que tout m'intéresse. Si demain je me retrouve par hasard dans un stage de plomberie, vu que je connais pas grand-chose à la plomberie, bah face à quelque chose que je connais pas, je trouve ça super excitant. Donc c'est ça en fait, ce qui m'anime, c'est l'idée que quand je vais me coucher le soir, dans ma journée, j'aurai appris un truc que je ne savais pas avant. J'adore ne pas savoir, j'adore avoir tort, j'adore ça. J'adore me dire: «Ah merde, je me suis trompé, c'était pas ça». J'adore être bouleversé. Donc ouais, je crois que ce qui m'anime le plus, c'est ce besoin constant d'apprendre des nouvelles choses, de tester des nouvelles choses, d'explorer des nouvelles choses. Si j'avais pas été comédien et que j'avais vécu il y a 400 ou 500 ans d'ici, je pense que j'aurais été sur un bateau à côté de Christophe Colomb en train de chercher des nouvelles terres, quoi. Tu te vois où dans 10 ans? Je ne sais pas, et c'est ça qui m'excite. Tu sais pas, mais c'est très bien et c'est bien de vivre au jour le jour et surtout avec tout ce que tu as vécu et tout ce que tu as encore à vivre. Et je voulais savoir pour terminer, je pense que tu as un joli projet musical qui va arriver. C'est peut-être de nous en parler, de nous parler de tes futurs projets là qui arrivent bientôt. Alors, il y a des choses très concrètes qui sont des spectacles en préparation, mais ça c'est vraiment de la pure prépa, donc je ne sais pas où ça va aller. Mais c'est vrai qu'il y a, j'ai essayé de sortir des albums, mis des petits bouts de singles à gauche, à droite pendant des années, de travailler avec des gens. J'ai jamais trouvé de collaborateurs qui arrivaient à concrétiser ce que j'avais dans la tête. Et je me mettais moi-même plein de barrières. Et il y a genre 2 mois avant le confinement, le premier confinement, avant que tout ça nous tombe sur le coin de la caboche, au fur et à mesure des années, j'ai appris à un petit peu tripatouiller les logiciels de musique et tout. Du temps du dernier single qui est sorti quand j'étais sur AK Music en Belgique, je commençais à tripatouiller, mais j'avais rien de bien concret. C'était juste un gars qui appuie avec 2 doigts sur un piano en essayant de faire des chansons. Donc c'était encore très chaotique, on va dire. Et donc il y a une très très grosse envie de mettre enfin en forme ce truc que j'ai dans la tête. J'ai l'impression que c'est un projet que je porte en gestation depuis le premier jour où je suis monté sur scène. J'ai l'impression que ce projet a 40 ans. D'ailleurs, il y a dans ce projet des textes que j'ai écrits il y a plus de 30 ans, donc c'est pour te dire. Je me suis dit, ok, je vais faire un truc de fou. Je vais m'inscrire à des formations en ligne. Je vais apprendre à mixer. Je vais apprendre à composer. Je vais apprendre à maîtriser la programmation de musique sur ordinateur. Et puis je vais faire un album. Je vais le faire tout seul, cet album que j'ai en tête depuis tellement longtemps. Euh, et puis le confinement est arrivé et m'a donné la merveilleuse excuse de pouvoir être enfermé à la maison et de faire ça. Donc je me suis associé à 2 auteurs que j'aime particulièrement, qui sont Delphine Gusteau et Franck Arsquet, qui sont des gens de théâtre. Je voulais des gens de théâtre pour écrire avec moi. Et ça fait 1 an que je travaille sur ce projet qui doucement mais sûrement arrive à sa forme finale. D'un album, j'en suis arrivé à une épopée musicale qui sera un triple album d'un peu plus d'une trentaine de titres. Comme quoi, je ne suis pas un garçon de l'extrême du tout, du tout, du tout, du tout. Et ouais, c'est la chose la plus personnelle que j'ai fait dans ma vie d'artiste depuis que je fais ce métier. Donc, la prochaine bataille, même si j'ai pas envie d'appeler ça une bataille, ce sera tout faire pour trouver un moyen de l'offrir de l'offrir au monde, aux gens, et de voir comment ça résonne ou pas, potentiellement dans la vie des gens qui l'écouteront. Pour l'instant, c'est vraiment, j'ai fait ça tout seul, donc ça existe. Maintenant, il faut que je trouve un moyen
de l'envoyer dans le monde, vivre sa vie et je ne sais pas encore comment, avec qui je vais trouver le moyen que ça existe autrement qu'au fin fond de mon Eh bien, ordinateur. écoutez, si vous écoutez ce joli podcast, l'appel est lancé. Ouais et ça peut marcher, hein. Et écoute, j'avais fait le même type d'appel à l'époque sur, Pour la gloire face à Carlos. Il m'a dit: «C'est quoi le rêve?» Une comédie musicale à Paris. Un an après, j'y étais. Moi, j'y Donc crois très fort de toute façon. Je pense qu'on est connectés. Et puis, je te souhaite, de toute façon, plein d'autres beaux projets. Et c'est ce que j'aime vraiment chez toi, c'est ce fait, ben, hormis que tu es une très jolie personne avec un énorme cœur, mais c'est surtout aussi, ben, c'est ça, c'est que tu continues à t'émerveiller. Et puis que tu touches à tout. Alors pour la plomberie, je ne suis pas d'accord parce que j'ai quand même des choses qui ont été réparées chez moi à la maison. C'était pour merci papa. l'anecdote. Mais c'est surtout les costumes que tu as pu créer. Je me souviens des costumes que tu as aussi créés pour Isabelle. Je me souviens Isabelle Layer, Ouais. donc qu'on salue. Mais chaque fois, tu touches à plein, 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 plein de choses, comme tu le disais. Et c'est ça, c'est de se former aussi tout le temps en fait et de s'émerveiller tous les jours. Et puis je pense que ça donnera beaucoup de courage aussi à des gens qui vont peut-être pas bien ou qui ont connu des licenciements ou qui ont connu d'autres choses. C'est de se dire qu'on peut toujours se relever. Et c'est exactement ça. C'est con, hein, mais la phrase la plus bateau de la terre: «Tant qu'on est vivant, on n'est pas mort». Donc bah, on y va, quoi. Eh bien, on terminera avec ça. Je te dis merci Philippe, merci. Donc retenez bien ce nom pour ceux qui ne le connaissent pas encore. C'est Philippe Davila et on peut être fier parce qu'il est belge. Et donc n'hésitez pas à le suivre et vous verrez, il a plus d'un tour dans son sac. Je t'embrasse bien fort Philippe. Moi aussi, je t'embrasse. Merci beaucoup pour